Bah écoute, c'est le matin, il est 8h30 et t'as un manager vibrant d'un enthousiasme qu'on pourrait presque qualifier d'agressif, Ouais, la fameuse énergie du lundi matin. grave, et il ouvre ce qu'il appelle très fièrement un atelier sur la confiance. Donc t'imagines la scène, il y a des viennoiseries, du café un peu tiède, et surtout, Les post-it. mais oui, des piles de post-it de toutes les couleurs fluo possibles. Il sourit à tout le monde, il parle de bienveillance, de synergie, d'intelligence collective, tous ces mots-là, quoi. Le paquet complet de la cosmétique RH. C'est ça. Mais le truc fou, c'est que pendant ce temps-là, dans l'ombre, derrière les écrans d'ordinateur, chaque membre de cette même équipe est en train de sauvegarder très méticuleusement tous ces échanges de mails, au format PDF. Ah oui, le fameux dossier au cas où. Exactement, au cas où il faudrait se protéger, au cas où il faudrait prouver qui a dit quoi à qui la semaine dernière, lors du dernier dérapage en réunion. Enfin, c'est lunaire comme contraste. Mais c'est un contraste qui est glaçant de réalisme. Vraiment. On a d'un côté la cosmétique managériale poussée à son paroxysme absolu, et de l'autre, la réalité d'un instinct de survie pur et dur. C'est ça. Et c'est exactement comme essayer de mettre un joli morceau de ruban adhésif bien coloré sur la fissure d'un mur porteur, qui est sur le point de s'effondrer. Ouais, un pansement sur une jambe de bois, quoi. Du coup, c'est le cœur de notre plongée d'aujourd'hui dans nos sources. On va décortiquer un concept redoutable issu de l'approche Joker Impact, qui est la cohésion utile. C'est une notion fascinante. Ah, je suis complètement d'accord. Notre mission pour cette analyse, c'est vraiment de démonter cette illusion mortifère. Parce que la vraie cohésion, c'est pas une bonne ambiance de façade. C'est pas un séminaire chic à la campagne, tu vois. C'est un cadre exigeant. Un système pensé par et pour des adultes. Parce que c'est ça le drame. Faut vraiment s'arrêter une seconde sur la raison pour laquelle cette illusion perdure autant dans les boîtes. Ouais, pourquoi on continue de faire ça? Parce qu'on a tous connu ce théâtre de la bonne ambiance. Oh que oui, les fameux team building où tu dois construire des tours en spaghetti avec des marshmallows, les chartes de valeurs imprimées sur du papier glacé qui en fait finissent par caler le pied d'un bureau bancal. C'est exactement ça. Pourquoi les entreprises s'acharnent-elles à investir un temps fou et de l'argent dans ces solutions complètement inutiles? Enfin, elles sont censées être rationnelles, non? Rationnel sur le papier, mais il y a une mécanique psychologique et systémique très puissante derrière tout ça. En fait, les entreprises cherchent la paix sociale immédiate. Ah, le confort à court terme. Ah ouais, voilà. Souvent au détriment de la vérité à long terme. Parce que traiter les vrais problèmes organisationnels, l'inéquité des charges de travail, les comportements passifs-agressifs que tout le monde voit, ou même l'incompétence de certains leaders, ça demande du courage. C'est clair. Faut aller au front. Exactement. Ça demande de trancher, d'arbitrer, de faire des mécontents. Et c'est biologiquement et socialement parlant très inconfortable pour le cerveau humain d'aller au conflit frontal. Donc on évite. On évite. L'organisation choisit la voie de la moindre résistance. Elle se dit pas on va régler le problème de fond, elle se dit on va organiser un escape game. C'est magique. Et la pensée magique opère, ouais. Ouais. On se persuade que si les gens arrivent à trouver une clé cachée dans un faux vieux bouquin dans une pièce sombre pendant 1 heure, ils sauront gérer un projet critique de 6 mois avec des budgets sous tension. Ce qui n'a absolument aucun putain de rapport. Aucun. Mais c'est la confusion classique, enfin, on confond sympathie et efficacité. Moi, ça me fait toujours penser à, tu sais, ces immenses repas de famille qui s'éternisent le dimanche. Ah oui, l'angoisse. Voilà, tout le monde est réuni autour de la table, on complimente le rôti, on se passe le sel avec des grands sourires hyper crispés. Enfin, la politesse est extrême, la nappe est impeccable, tout est parfait. Et pourtant, il y a l'éléphant dans la pièce. Mais c'est ça, j'en chie. Personne n'aborde le fait que deux des convives ne se sont pas adressés la parole depuis 10 ans à cause d'une sombre histoire d'héritage. Et la politesse, dans ce contexte-là, c'est pas du respect. C'est une armure. C'est un bouclier en titane contre la vérité, ouais. Et dans le monde professionnel, cette mécanique, elle produit des situations qui confinent au cynisme absolu, quoi. J'ai un exemple précis tiré de nos documents qui illustre ça parfaitement. Tu prends le cas de cette équipe qui se vantait carrément auprès des RH d'être une équipe sans aucun conflit. Le rêve ultime de la direction. Sur le papier, c'est le Graal, mais le vernis a complètement craqué lors du pot de départ d'un des collègues. Après 2 ou 3 verres, les masques tombent. Ah, Ils ont découvert qu'ils se détestaient en fait. C'est même pire que ça, à la limite. Ils se détestaient pas ouvertement, ils s'évitaient, mais avec une précision chirurgicale, tu vois. waouh. C'était pas une équipe, c'était un archipel d'individus isolés qui avaient développé une ingénierie relationnelle spectaculaire pour être sûr de ne jamais, au grand jamais, avoir à collaborer directement. Donc le zéro conflit, c'était juste de la distance.
Exactement. Le zéro conflit n'était absolument pas le signe d'une confiance mutuelle. C'était le symptôme d'une indifférence clinique. Enfin, l'évitement stratégique était devenu leur véritable culture d'entreprise, sous couvert de bonne entente. Mais ça prouve bien que l'image projetée, c'est souvent l'exact inverse de la réalité opérationnelle. On a cet autre exemple qui m'a vraiment marqué dans les sources, c'est l'histoire de ce collectif qui passe son temps à rire aux éclats à la cantine. Ah oui, la fameuse équipe cool. Voilà. Sur LinkedIn ou Instagram, ça te balance des selfies avec le hashtag Team Spirit, des pouces en l'air, c'est magnifique. Sauf que c'est cette même équipe qui, le soir même, laisse une de ses collègues rentrer chez elle en larmes. L'hypocrisie totale. Mais oui, la fille est complètement broyée par une charge de travail invisible ou par des micro-agressions quotidiennes, et il n'y a aucun de ces grands rieurs du déjeuner qui lève le petit doigt pour traiter le fond du problème. Ben non, ça casserait l'ambiance. Voilà. L'image de la cohésion est sauve, donc tout va bien, mais l'humain est sacrifié. C'est le triomphe du décor relationnel. Et ce décor, il est parfois poussé à des sommets d'indécence institutionnelle. Enfin, imagine un peu la scène. Un séminaire d'entreprise, organisé dans un domaine magnifique, un château ou un truc du genre. Évidemment, toujours. Chaque participant porte un petit bracelet de couleur qui est censé définir son profil psychologique. Genre, les rouges sont fonceurs, les bleus sont analytiques, tu vois le genre de truc. Ah mon Dieu, l'enfer des couleurs, oui. On les fait s'asseoir sur des poufs, en cercle, pour un atelier super poignant qui s'intitule « Oser se dire les choses ». C'est beau. Sauf que, au même moment, tout le monde dans cette pièce sait pertinemment qu'au sein de l'équipe, il y a une salariée qui est placardisée depuis des mois. Oh, la violence. Mais oui, elle est vidée de ses missions, elle est isolée, et ça c'est au vu et au su de tout le monde, de la direction jusqu'aux collègues directs. Et lui demander à elle de s'asseoir sur un pouf pour parler de confiance, Bah, c'est une violence psychologique inouïe. c'est ça. C'est obscène en fait. D'accord, je comprends parfaitement la violence de cette hypocrisie. Mais attends, je vais me faire un peu l'avocat du diable 2 secondes. Vas-y. Quand on écoute toutes ces histoires effarantes de placarisation, de faux semblants, le réflexe immédiat qu'on a tous, c'est de pointer du doigt le sommet de la pyramide. On se dit, voilà, méchant management toxique, direction lointaine et déconnectée. C'est le réflexe facile, ouais. Et du coup, on a très vite tendance à idéaliser l'équipe en elle-même. On la dépeint comme une entité hyper pure, une gentille victime innocente d'un système cruel. Est-ce qu'on dédouanerait pas un peu trop vite les collaborateurs eux-mêmes dans cette histoire? Bah, tu soulèves une objection fondamentale. Et c'est justement là que l'analyse qu'on étudie devient super dérangeante. Pourquoi? Parce que la culpabilité, elle est profondément partagée. Le constat, il est implacable. L'écosystème entier des dysfonctionnements, c'est une co-construction. Personne n'est tout blanc. Donc l'équipe est complice. Bien sûr. Alors oui, d'un côté, t'as la direction qui exige à grands cris un pacte d'équipe de façade, mais qui refuse de trancher quand il y a une injustice flagrante. Et oui, t'as le manager qui navigue à vue, qui change les règles du jeu selon la météo de son humeur le matin. Le mec qui désavoue ses propres décisions dès que son N+1 l'appelle. Exactement. Ce manque de courage managérial, c'est le terreau fertile, c'est sûr. Mais l'équipe n'est absolument pas passive dans ce désastre. Elle joue son propre jeu. Elle l'alimente. Elle l'alimente activement. Enfin, les collectifs qui crient le plus fort pour réclamer plus de liens ou plus de communication à la machine à café, c'est souvent eux qui, au quotidien, entretiennent farouchement les zones d'ombre. Ah ouais, l'hypocrisie de la base. C'est ça. On observe des équipes qui tolèrent très bien les humiliations douces juste pour ne pas faire de vagues, ou qui pratiquent la rétention d'informations stratégiques. Genre, je te donne pas l'info pour garder un micro-pouvoir sur toi, mon voisin de bureau. Les fameux silences complices en réunion. Voilà. Se murer dans le silence quand un collègue se fait injustement allumer au lieu de le soutenir. En réalité, ils dénoncent tous le manque de clarté de la direction, mais ils se nourrissent de ce flou, parce que le flou, ça leur permet de ne pas assumer leurs propres responsabilités. J'ai une image tellement concrète de ça dans les documents. Enfin, une scène qui résume toute cette duplicité. C'est l'histoire d'une boîte qui lance un grand projet pour célébrer l'unité. Attention les yeux. C'est magique. On fait venir des facilitateurs et tout le monde participe à la création d'une fresque géante, tu vois, la grande peinture collaborative affichée dans le hall principal. Avec des petits papillons et des mains qui se serrent. Exactement. Et t'as des mots peints en gros comme nos forces relationnelles, l'entraide, l'écoute, enfin l'art d'entreprise pur jus, bien lisse et rassurant pour les visiteurs. Sauf que, Il y a toujours un sauf que. en parallèle de cette magnifique fresque officielle, il existe un groupe WhatsApp secret. Le fameux. Mais oui, un groupe qui ne regroupe que certains membres choisis de l'équipe, bien sûr.
Et c'est là, sur ce canal occulte, que se décident toutes les vraies alliances. C'est là que se détruisent les réputations à grands coups de capture d'écran moqueuses et que s'organisent les mises à l'écart. C'est la double vie de l'entreprise. Totalement. La fresque, c'est pour rassurer les RH. Mais le WhatsApp clandestin, ça, c'est la véritable culture opérationnelle de l'équipe. Et cette dichotomie incroyable entre la vitrine et l'arrière-boutique, ça nous amène à examiner la nature même de ce qui relie les gens. Parce que parfois, t'as l'illusion d'un groupe super soudé. Ouais, de l'extérieur, ils ont l'air super proches. Sauf que, quand on analyse les mécanismes de cette fameuse cohésion, on réalise qu'elle repose uniquement sur l'existence d'un bouc émissaire commun. Ah, la cohésion par le mépris. C'est ça? Le groupe ne tient absolument pas parce qu'il partage des valeurs saines ou un projet exaltant. Il tient parce qu'il a quelqu'un à détester collectivement. Et la haine partagée, faut pas se leurrer, c'est un lien social extrêmement puissant. C'est fliquant. C'est une vraie pathologie de groupe, mais de l'extérieur, ça ressemble à une équipe unie et forte. Ce qui me fait penser à un autre mécanisme hyper pernicieux qu'on voit dans les sources, le concept de solidarité de survie. Ah oui, très important ça. Je veux vraiment qu'on s'y arrête, parce que pour moi, ça a été une grosse révélation. T'as des équipes qui font totalement bloc. Elles ont l'air fusionnelles, elles vont boire des verres, elles se serrent les coudes. Ouais. Mais en fait, elles sont pas soudées par un élan créatif ou par l'envie de faire du bon boulot. Elles sont soudées par le traumatisme pur et simple. C'est le trauma bonding d'entreprise. C'est exactement ça. C'est une équipe qui a simplement appris à faire front commun pour se protéger d'un manager lunatique, imprévisible, voire franchement toxique. Du coup, ils ont développé des codes secrets, des signaux d'alerte quand le boss arrive. Une entraide viscérale, de tranchée. Voilà, ils sont soudés comme des soldats coincés sous un bombardement. Sauf que la solidarité sous le feu ennemi, ça n'a rien à voir avec la construction d'un collectif professionnel sain. Surtout que le drame de ces équipes-là, c'est que si on retire la menace, disons que le manager toxique finit enfin par être licencié, l'équipe s'effondre souvent sur elle-même dans les mois qui suivent. Bah oui, il n'y a plus d'ennemis. Leur seul point commun, la seule raison pour laquelle ils se parlaient, c'était la menace extérieure. Enlever la menace, il n'y a plus d'équipe. Et puis, il y a une autre figure qui détruit complètement l'idée de cohésion. Et on en a tous croisé un jour un néant. Le très haut performeur. Ah, l'intouchable. Le profil classique. C'est l'électron libre, humainement insupportable. Le mec ou la meuf qui piétine ses collègues allègrement, qui ne respecte absolument aucune procédure et qui s'arroge tous les mérites en réunion. Mais qui est protégé par tout le système. De A à Z. Pourquoi? Parce qu'il rapporte un chiffre d'affaires démentiel ou parce qu'il possède une expertise technique que personne d'autre n'a. Et c'est précisément là que tout le beau discours de l'entreprise sur les valeurs s'effondre en direct. Soudainement, face aux résultats financiers de cet individu, toute la direction devient subitement aveugle et sourde. Oh oui, les œillères. Le manager direct commence à trouver des excuses philosophiques à son comportement de tyran. Non, mais tu comprends, il est passionné, c'est un créatif. C'est sa manière de s'exprimer. C'est ça. Et le pire, c'est qu'on demande au reste de l'équipe de faire avec. On leur dit de prendre du recul ou pire, on leur dit de faire preuve de résilience. Oh, le mot magique, résilience. On sacrifie l'intégrité de tout le collectif sur l'autel du résultat individuel. Mais par contre, on continue de mettre le mot bienveillance en lettres capitales à la réception de l'entreprise. Et c'est cette dissonance cognitive permanente qui épuise les collaborateurs, en fait. C'est même pas le travail en lui-même qui les vide, c'est le grand écart entre ce qu'on leur vend et ce qu'ils subissent. Ce qui nous amène inévitablement à la nécessité d'une rupture totale, quoi. Enfin, on peut pas guérir ce niveau de dysfonctionnement en rajoutant juste une demi-journée de karting au programme manuel. Ah non, le karting va pas sauver la boîte, précisément. Face à cette comédie tragique, il faut changer radicalement de paradigme. Et la philosophie au cœur de l'approche qu'on analyse aujourd'hui, elle est vraiment tranchante. C'est clair. Il y a une citation exacte dans nos documents qui synthétise tout ça. Comme dit Sophia, la consultante en stratégie des entreprises de la structure Joker Impact, certaines cartes changent une partie, d'autres changent un destin. C'est puissant, et c'est exactement ça. Cette phrase, pour moi, elle marque un vrai pivot. Du coup, comment on change le destin d'une équipe? Comment on opère concrètement la bascule vers cette fameuse cohésion utile? Enfin, qu'est-ce que ça implique pour remettre les adultes dans la pièce sans tomber dans le piège des mots mous? La méthodologie de Sophia et de Joker Impact, elle repose sur un postulat très brutal mais super salutaire. En gros, il ne faut jamais, au grand jamais, donner aux entreprises ce qu'elles ont envie d'entendre. Fini la brossarlure?
Fini. Les entreprises, elles veulent de la magie et de la cosmétique, des quick fix. Mais il faut leur donner ce dont elles ont réellement besoin. De la structure, de la vérité nue et des limites claires. Et concrètement, ça commence par quoi? Le premier levier, c'est l'instauration d'un véritable cadre managérial tenable. Et attention, ça ne veut pas dire faire du micromanagement ou fliquer les gens. Ça veut dire clarifier les règles du jeu de façon presque obsessionnelle. Donc savoir qui fait quoi? Plus que ça. Savoir qui décide à la fin. Qui arbitre quand deux départements sont bloqués dans une guerre d'ego. Et surtout, qui est garant de ne plus laisser pourrir les situations toxiques. Ah, donc c'est la fin du manager qui regarde ses chaussures en attendant que le conflit se règle tout seul par magie? Exactement. Le manager doit assumer son rôle d'arbitre. Mais une fois que ce cadre est posé par la direction, il y a une autre étape. Comment les individus entre eux arrêtent de jouer à la guerre froide. Ouais, parce que c'est bien beau le management, mais entre collègues. C'est là qu'intervient le concept du pacte d'équipe adulte. Et là encore, attention, ça n'a rien à voir avec une charte de bons sentiments dessinée sur un paperboard. Pas de fresque avec des papillons? Non, fini les papillons. C'est un contrat dur, un contrat opérationnel. L'équipe définit ce qu'elle se doit mutuellement sur le strict plan professionnel. Genre les délais de réponse aux mails, ce genre de choses? Et oui, quelles sont les normes de réponse? Mais aussi, et surtout, qu'est-ce qu'on refuse catégoriquement de laisser passer à partir d'aujourd'hui? Par exemple, c'est fini les remarques passives-agressives en réunion, c'est fini la rétention d'informations. On pose les limites de l'acceptable? Voilà. Et la clé de voûte de ce pacte, c'est comment on s'engage à traiter un désaccord. On ne cherche plus à éviter la friction à tout prix, on décide d'une méthode pour que cette friction soit productive et plus destructrice. Donc au lieu de faire un tour de table absurde en se demandant si tu étais un légume, lequel serais-tu, on attaque les vrais sujets. Exactement. Ce qui m'amène à la question des rituels, parce que ça en parle pas mal dans les sources. Si on supprime les petits brise-glaces infantilisants, par quoi on les remplace pour maintenir la communication? On va pas juste bosser en silence. Non, on les remplace par des rituels utiles. Des points de régulation, des points de vérité, des points de charge. Le but, c'est de remettre la réalité purement opérationnelle dans les rouages. Un point de vérité, par exemple, ça ressemble à quoi? C'est un moment sanctuarisé où tu as le droit et même le devoir de dire « cette procédure qu'on vient de mettre en place, elle ne fonctionne pas » ou « je n'ai clairement pas les ressources pour finir ce projet dans les temps ». Sans se faire taper sur les doigts. Sans que ce soit perçu comme une plainte personnelle ou une attaque contre le chef. On traite l'information factuelle, on traite les obstacles techniques. On ne gère pas les susceptibilités ou l'humeur du jour de Jean-Michel de la compta, on sépare le problème de la personne. C'est hyper intéressant. En fait, si j'essaie de visualiser cette bascule, c'est vraiment comme passer du théâtre à la musique classique. Comment ça? Au lieu d'avoir une troupe de comédiens qui affichent des sourires ultra lumineux sur scène face au public, mais qui en fait se haïssent sacrètement et se sabotent en coulisses, on devient un orchestre symphonique. Ah, oui, l'analogie est très juste. Dans un orchestre, la mécanique est fascinante, tu vois. Le chef d'orchestre, il n'est pas là pour faire une thérapie de groupe et s'assurer que le joueur de violoncelle adore personnellement le joueur de timbal. Ils s'en foutent d'être potes. Mais complètement. Ils ne sont absolument pas obligés d'être amis. Enfin, ils ne mangent peut-être même jamais ensemble à la pause. Et c'est pas grave. Mais quand le chef lève sa baguette, Voilà. Quand il lève sa baguette, il y a une exigence absolue. Tout le monde doit lire la même putain de partition, chacun doit suivre le tampon imposé, respecter les silences des autres et appliquer les règles de l'harmonie. c'est le cadre qui garantit le résultat. Exactement. S'il n'y a pas cette rigueur imposée, peu importe qui soient tous les meilleurs amis du monde le week-end, musicalement, ce sera une cacophonie atroce. C'est une excellente métaphore. Et c'est précisément cette maturité relationnelle, cette exigence de la partition, qui sauve des collectifs qui étaient en perdition totale. T'as des exemples de boîtes qui ont réussi cette transition? L'approche documente des cas réels de transformation assez bluffants, oui. Tu prends cette équipe qui était littéralement minée par les clans, les rumeurs de couloirs, les non-dits constants. La direction avait tout essayé en termes de cosmétique. J'imagine les baby-foot et compagnie. Tout le catalogue. Mais ils n'ont pas été sauvés par une énième retraite spirituelle en forêt à faire des câlins aux arbres. Étonnamment. Le vrai point de bascule, il a eu lieu lorsqu'ils ont été forcés de s'asseoir autour d'une vraie table, accompagnés par cette méthode stricte pour poser des règles implacables. Ils ont institutionnalisé un truc majeur, le droit sécurisé au désaccord. Le droit sécurisé au désaccord? Sur le papier, ça a l'air super simple, mais psychologiquement, pour des employés habitués au silence, c'est un changement de monde. Mais c'est vital. Ça modifie complètement la dynamique de pouvoir et surtout, ça éradique la peur de la sanction sociale.
En gros, ça signifie qu'un collaborateur peut lever la main et dire « Je pense sincèrement que cette décision managériale nous emmène dans le mur ». Sans se faire virer mentalement. Voilà, sans être immédiatement étiqueté par le reste du groupe comme le mec négatif, le mec résistant au changement ou celui qui n'a pas l'esprit d'entreprise. Les rôles deviennent limpides. Tout le monde sait où il habite. On définit clairement ce qui relève de la décision unilatérale du boss parce qu'il en faut, ce qui relève de la consultation pure de l'équipe et ce qui incombe à la stricte responsabilité de chacun. Et ça marche? Le paradoxe magnifique de cette méthode, c'est qu'une fois que ce cadre strict et adulte est posé, la tension globale chute de façon spectaculaire. La pression retombe parce que les règles sont enfin connues. Il n'y a plus besoin de deviner. Exactement. Les gens recommencent à respirer normalement. Et pas parce qu'une baguette magique les a transformés en une grande famille unie qui s'aime d'amour, mais juste parce que leur environnement de travail est redevenu prévisible, juste et lisible. C'est l'anti-flou. Voilà, l'angoisse naît du flou, du non-dit et de l'arbitraire, alors que la sérénité, elle, naît de la clarté. Même, et j'insiste, même quand cette clarté est très exigeante. Donc si on synthétise un peu l'essence même de ce qu'est la vraie cohésion utile, c'est en aucun cas une ambiance de fête perpétuelle, Non, c'est pas un nivellement par la gentillesse molle, c'est avant tout un système de travail robuste. c'est le mot juste, robuste. C'est un environnement où les tensions qui sont de toute façon inhérentes au travail en groupe, les inévitables désaccords et les responsabilités individuelles, tout ça est traité avec frontalité et maturité. On met les choses sur la table. C'est ça, on élimine tous ces mensonges décoratifs qui, sous couvert d'arrondir les angles, finissent juste par empoisonner la vie quotidienne des équipes. Et je suis convaincu qu'en écoutant la description de ces dynamiques aujourd'hui, l'introspection est presque inévitable pour ceux qui nous écoutent. Ah, c'est sûr, on se projette direct. Chacun peut vraiment observer son propre environnement professionnel à travers ce prisme-là. Sur quoi repose réellement la cohésion de son équipe au quotidien? Bonne question. Est-ce qu'elle tient juste sur l'inertie et l'habitude? Est-ce qu'elle repose sur la peur subtile du chef de service? Sur la fatigue résignée de ceux qui ont tout simplement renoncé à se battre pour améliorer les choses? Les fameux quiet quitters. Voilà. Ou bien est-ce que ça repose sur une accumulation de silence prudent, juste pour maintenir une paix de façade? Au fond, la vraie question existentielle pour une boîte, c'est de savoir si l'on cherche véritablement à bâtir un collectif solide et capable d'affronter des vraies crises. Ou si l'on cherche juste désespérément à fuir tout inconfort émotionnel immédiat. C'est exactement ça. Le confort face à la résilience réelle. Écoute, c'est une grille de lecture qui bouleverse quand même pas mal de certitudes du monde de l'entreprise. Et ça m'amène d'ailleurs à une toute dernière réflexion qui boucle parfaitement avec la scène du début de notre exploration. Je t'écoute. Quand on imagine un environnement de travail toxique ou une équipe qui va vraiment mal, on a presque toujours en tête l'image du conflit bruyant. Tu vois ce que je veux dire? On imagine les éclats de voix en salle de réunion, les disputes ouvertes, le bruit agressif d'une porte qui claque au bout du couloir. Le cliché du clash au bureau. Voilà. Mais si on suit la logique implacable de l'approche Joker Impact, si l'on admet que la véritable cohésion utile nécessite obligatoirement de la friction, de l'ajustement constant et la pratique normale d'un droit au désaccord, Eh bien, le signal d'alarme change. totalement, le signal d'alarme le plus absolu dans une entreprise prend une toute autre forme. Le bruit le plus terrifiant, en fait, c'est pas la porte qui claque. C'est plutôt un silence total, ininterrompu et parfaitement poli. Le calme avant la tempête. Ou pire, la mort clinique de l'équipe. Ce silence chirurgical et glaçant, où, en souriant très doucement à son voisin de bureau, quelqu'un sauvegarde méticuleusement ses mails en PDF. Ça donne vraiment matière à réfléchir.